Très bien. Donc, Brice Sanson est ingénieur agronome de formation et spécialisé en conservation des ressources naturelles. Il a fait sa thèse à l'Université libre de Bruxelles et ensuite il a créé un laboratoire qui s'occupe des questions d'écologie et d'environnement. Et plus tard, il a fondé le département d'aménagement et de gestion de l'environnement à l'Université nationale du Bénin. Il est actuellement recteur de l'université Abomey-Calavi. Il va parler de l'impact de l'exploitation forestière sur le fonctionnement des écosystèmes et sur la biodiversité. C'est bien sûr une question importante pour le Bénin, mais aussi fondamentale pour la gestion de la crise climatique. À vous. Merci. Je ne suis plus recteur de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai été recteur. J'ai fini mon mandat depuis 2017. Je suis revenu entièrement au laboratoire d'écologie appliquée pour la direction des programmes de recherche et aussi assurer quelques formations. Merci. Donc, je vais essayer de diluer le langage. Je ne serai pas vraiment sciences forestières ou écologiques pures, mais des questions d'actualité permettre de réfléchir un peu sur la problématique d'extraction des matériaux de l'écosystème forestier et ce que cela pourrait engendrer comme impact. Et bon, quelques cas pratiques ici, localement au Bénin. Ça ne déroule pas. La clé, mais ça ne prend ni ici ni là-bas. Ça ne déroule pas. Donc, attends, je vais voir. Il y a une autre astuce. Ah oui, ben OK. J'ai trouvé une façon de faire les choses. Donc, globalement, un peu l'écologie forestière et aussi ce qui nous concerne, cette activité d'extrait du bois de la forêt. Depuis quelques cas pratiques ici au Bénin. Oui, ça prend. Donc, dans un premier temps, un tout petit peu d'écologie sur ce qu'on appelle la forêt. Et la forêt, c'est d'abord cette structure, c'est physionomique, c'est ce qu'on voit, qu'on qualifie de forêt. Et ce qui importe le plus, tout au moins pour cette séance, ce sont les matériaux. C'est pas bien visible. C'est le bois, l'arbre, si vous voulez, d'une manière générale. C'est ce qui structure la forêt. Et c'est ce qui fait qu'on a des intérêts par rapport à cela. Et que nous aimons bien extraire ce bois pour diverses finalités. Juste pour dire que l'arbre n'est pas là par hasard. L'arbre est là parce qu'il doit jouer un rôle précis dans l'écosystème. Et c'est le fait d'extirper l'arbre qui va créer alors des vides, des gaps, ce qui nous amène à considérer l'arbre d'abord par rapport à nos propres intérêts humains. Pour écologistes, nous essayons de montrer que en réalité, il n'y a rien d'inutilement créé par la nature. On peut qualifier des choses d'accessoires, mais chaque chose joue un rôle spécifique dans le fonctionnement global d'un écosystème. Du coup, pour nos intérêts, nous allons qualifier certains de ces éléments très utiles, bois d'œuvre, bois de chauffage, bois de service, et aussi de bois, j'allais dire, non utilisés, mais juste par tradition. Tant qu'on n'a pas encore mis au point, j'allais dire, une finalité pour un produit donné, on suppose que ce produit est inutile, mais très utile pour le fonctionnement global de l'écosystème. Comment nous percevons, j'allais dire, les arbres d'une manière générale? Il y en a qui sont des fruitiers, non pas seulement pour nous les humains, mais ça nourrit bien d'autres espèces qui sont des frugivores, des folivores qui vont
surtout s'alimenter de feuilles, des nectarivores. Mais l'arbre aussi, c'est un refuge pour d'autres espèces qui vont s'abriter dans les creux, dans le feuillage, dans les écorces, un support pour d'autres plantes, épiphytes ou parasites. Les lianes, d'une manière générale, doivent céder des arbres pour monter très haut. Et un habitat pour d'autres espèces. Vous voyez, un arbre est un organisme qui joue beaucoup et beaucoup de rôles au sein de l'écosystème, puisque ça a de la valeur, bien que déjà sur le plan médicinal, on suppose que 80% des pays en voie de développement utilisent les plantes pour leurs soins. Et de ces 80%, il y en a 35% qui ne vivent que de ces plantes médicinales, qui ne vont pas du tout dans nos pharmacies pour leurs fins de santé. Et jusqu'à présent, il y a encore près de 40% des produits qu'on voit en pharmacie qui viennent directement des extraits des plantes médicinales. Donc, ça fait objet d'énormes besoins tant au niveau des économies locales des pays en voie de développement, au niveau de l'alimentation des grandes firmes pharmaceutiques. On connaît bien l'histoire de la pervenche de Madagascar qui a été la plante phare découverte pour lutter contre la leucémie. C'est grâce à cette plante que pas mal de vies ont été sauvées. C'est aussi un écosystème, j'allais dire un laboratoire à ciel ouvert pour ceux qui s'occupent de la nature, des sciences naturelles, aller dans la forêt, aller travailler en forêt, aller s'outiller en forêt, développer des compétences en sciences forestières, c'est parce que la forêt est là que nous le faisons facilement. L'exploitation, ce matériau qu'on appelle le bois, c'est un service de la nature à l'homme, ce que nous appelons les services d'approvisionnement. Et que la nature travaille pour nous, fabrique des hydrates de carbone, des biomasses, si vous voulez, et c'est ce que nous trouvons d'utile pour certains usages que nous soutirons de la forêt. Et c'est surtout la demande au niveau du marché international qui crée le besoin de couper davantage d'arbres. Exploitants forestiers, c'est de satisfaire cette grosse demande au niveau mondial, mais au détriment de ce qui existe naturellement ou même en plantation. Donc, globalement, chaque année, c'est d'énormes quantités d'arbres qu'on coupe, à peu près 15 milliards sur les 2,7 trillions d'arbres qui existent au monde. Et ce départ des arbres de la forêt crée ce qu'on appelle de la déforestation. C'est près de 129 millions d'hectares. Quand on prend la période de 90 à 2015, on a pu soutirer, voyez, de l'existant. Les impacts pour faire les bites à la besogne, c'est avant tout notre demande. C'est un grand facteur de ce qui crée cela, c'est quand même la démographie, c'est le nombre de bouches à nourrir. Et regardez un peu comment l'humanité a évolué lorsque l'agriculture a été découverte, j'allais dire paléolithique supérieur ou néolithique, toute la planète n'avait que 5 millions d'hommes globalement. Quand Jésus-Christ est né, c'est la population du Nigeria qui était au niveau planétaire. Il a fallu 1600 ans pour doubler la population humaine. Alors la science et toutes les découvertes scientifiques des années 1800, ça a révolutionné le monde. On peut maintenir les plus faibles en vie grâce à la médecine. Et alors la croissance a été extrêmement rapide. On ne parle plus de milliers d'années. On parle de décennies d'années, de générations pour doubler tout de suite la population humaine.
autour de 8 milliards et on pense que notre population va se stabiliser autour de 10-12 milliards d'hommes. Donc, vous voyez qu'avec ce nombre de demandes de bouche qu'on a produites, il n'y a rien à faire. La pression sur les ressources naturelles est devenue extrêmement incroyable. Donc, vous voyez, nous avons évolué de façon exponentielle. Bien entendu, il y a les pentes sont relativement faibles pour les pays industrialisés versus un pays en voie de développement où c'est extrêmement exponentiel. Vous pouvez aussi voir que là où, j'allais dire, la demande en consommation moderne est élevée, c'est au niveau de ces pays industrialisés. Ici, la demande est beaucoup plus au niveau, j'allais dire, utilitaire, des les biens de première nécessité, voie de chauffage et autres au niveau des pays en voie de développement. Et lorsque voyez, on voit les taux d'extinction au niveau des oiseaux, des mammifères, qu'on met en corrélation avec la croissance démographique, on voit voilà, la croissance démographique et le taux d'extinction de ces animaux, on peut tout au moins fortement aller vers la causalité que c'est quand même l'espèce humaine qui est la cause de la destruction de pas mal de biens. Et j'aime bien ce modèle depuis des années, début des années 80 qui montre très bien comment la consommation augmente par rapport à la disponibilité des ressources. Et ça montre très clairement que ce gap qu'il y a entre le niveau de consommation et le niveau de disponibilité des ressources naturelles, c'est bel et bien le défi de l'humanité. Comment nous allons arriver à raccourcir tant soit peu la disponibilité en tout ce qui est alimentaire ou matériaux de nécessité, de première nécessité, et notre forte demande en tant que consommateur. Le second facteur, c'est bel et bien l'environnement politico-social, socio-politique. Quand ça se dégrade, vous avez des demandes qui sont là et aucune politique ne vient combler le gap pour qu'il y ait suffisamment de biens apportés. Mais plus important, vous voyez, notamment dans les pays en voie de développement, il y a une bonne partie de la population qui se trouve isolée. Population qui n'a pas accès au marché, à l'éducation, aux formations, et aux ressources socio-économiques. Mais forcément, ces populations vivent alors directement de ce que la nature produit et avec tous les impacts que l'on a. Techniquement, lorsqu'on va vers l'exploitation du bois, sachez que pour un seul arbre qu'on n'a pas, qui est l'arbre qu'on n'a pas, il y a 7 à 16 individus qui sont abîmés. Parce que la chute de ces grands arbres, de ces gros fûts, ça crée énormément de dégâts, j'allais dire collatéraux, au niveau de la forêt. Et ces trouées qui sont créées, parce qu'il faut déjà approcher l'arbre, il faut faire tomber l'arbre, ça crée des dégâts, ça détruit une partie de la forêt et c'est le départ aussi de facteurs très violents comme les feux de forêt, les feux de végétation qui sont dus au fait qu'on a créé ces trouées au sein des forêts au cours des abattages successifs que l'on a. Pour créer de grands chantiers, il faut créer aussi des voies de pénétration en pleine forêt. Et ces voies de pénétration pour aller extirper le bois sont aussi utilisées par d'autres qui en profitent, notamment les agriculteurs, les braconniers, enfin ceux qui s'y rendent pour faire de la chasse illégale, les collecteurs de miel de manière sauvage, et tout un ensemble d'utilisateurs de services. Aussi ici quelques images pour vous situer un peu sur l'ouverture de la forêt et le déclin de la faune sauvage due au braconnage, ou alors ce qu'on appelle l'encroachment,
les agriculteurs qui en profitent aussi pour aller occuper des sites qui étaient normalement réservés à la conservation de la nature. On a aussi d'autres fléaux, c'est ce qu'on appelle les plantes invasives, qui profitent aussi de cette trouée pour s'immiscer là-dedans. Alors, ce n'est pas le fait d'y être, c'est qui est le problème, c'est que ce sont souvent les plantes que nous qualifions de stratégie R, ce sont des plantes envahissantes qui créent beaucoup de buissons fortement inflammables. Prenez le cas, par exemple, de Promolena, ce sont des buissons, et lorsque ces buissons se développent avec beaucoup de biomasse qui s'assèche annuellement, c'est aussi des combustibles hautement inflammables qui créent des feux de forêt et détruisent le bien que nous recherchons. Ces perturbations sont aussi la porte ouverte à d'autres, j'allais dire, déprédateurs du bois, des coléoptères qui vont utiliser ces perturbations pour aller déprécier, détruire ou au moins dégrader fortement le matériau final qui est recherché, le bois, tout ça à cause des perturbations. Alors, lorsque on laisse faire, on aboutit à ce que nous appelons la fragmentation. Alors, regardez, cet écosystème forestier relativement bien vert et de façon monolithique, quelques années après, voilà la fragmentation. On a complètement tout occupé. C'est quelques îlots, des miettes et ainsi de suite. Ouais, ça donne beaucoup d'intérêt de sujets sur la fragmentation et tout ce que nous pouvons avoir comme modèle de comparaison des situations. Mais c'est un désastre étant donné qu'on libère beaucoup plus de sols nus cette fois-ci au réchauffement global du milieu. Autre conséquence que nous pouvons avoir, c'est que la perte d'une espèce d'arbre va faire disparaître énormément d'espèces qui y sont associées. La stratification fait qu'à chaque niveau de strate, il y a des espèces qui vont vivre d'autres espèces qui vont vivre de cet arbre, de cette espèce d'arbre. On compte jusqu'à une trentaine dans les forêts tropicales sempervirentes d'espèces qui sont associées à chaque arbre. Ça, c'est la guilde. Vous voyez, par niveau de stratification, vous avez aussi des espèces qui sont à ces niveaux. Et c'est ça qui fait que c'est un mini-écosystème. L'arbre au sein de la forêt, c'est parfois seulement la forêt. L'arbre, déjà en lui-même, une espèce d'arbre, bien entendu, est déjà un mini-écosystème. Donc, le faire chuter, le faire disparaître, vous voyez tout de suite tout ce que cela pourrait engendrer globalement comme dégâts. Alors, on va donc comprendre que chaque fois qu'on va couper des matériaux pour diverses causes, la biodiversité est amoindrie. Vous voyez, les grands rapaces qui ont besoin de hauteur pour nidifier vont être aussi complètement seront victimes de ces abattages. Il y a aussi d'autres espèces qui sont beaucoup plus, qui nidifient dans les creux, les pics, les perroquets, et d'autres qui sont aussi inféodés à la canopée, vont perdre du coup leur habitat est forcément promis à la disparition. Et aussi, vous voyez, de plus en plus, on suppose qu'en Afrique, les arbres qui étaient dans les forêts, qui sursimaient autour de 40-60 mètres, aujourd'hui, la moyenne tourne autour d'une trentaine de mètres. Ça veut dire que en rapetissant la hauteur de ces grands arbres, on ramène aussi au niveau de l'homme des vecteurs de maladies qui étaient bien éloignés de nos têtes et sont quasiment maintenant à notre niveau. Il y a même quelques-uns qui ont théorisé que le Ebola est descendu simplement au contact de l'homme. Il y avait déjà ça. C'était bien noté que les espèces vectrices de ce mal nichaient au niveau de la canopée. Et comme
avec les coupes, la forêt baisse de hauteur, mais forcément, ces espèces sont arrivées au niveau de l'homme. Pour nous, forestiers, ces destructions, nous les comparons à la capacité de la forêt de réagir positivement. Mais sachez que les forts taux de destruction des arbres dépassent de loin la capacité de la nature à réagir et à, j'allais dire, un peu penser ses plaies. Et c'est ça qui va faire que le système risque de ne plus du tout être durable. Cet arbre pour diverses raisons sur les tropiques, bois de chauffage comme je l'ai dit, mais aussi bois de charbon dans les villes, beaucoup qui vont encore se rabattre sur le charbon de bois et tout cela au détriment du bois qui devrait être normalement préservé et exploité de manière durable. Sur d'autres plans aussi, on étudie énormément cette fois-ci, c'est quoi un peu cette estimation par rapport à la forêt qui devrait être un puits de carbone. Mais si on coupe, la forêt devient alors une émettrice de CO2. Donc cette exploitation fait diminuer énormément le stock de carbone immobilisé sur pied et aussi ça crée beaucoup de bois mort. Je vous l'ai dit, pour un grand arbre qu'on abat, il y a près de 16 autres arbustes, petits arbres qui sont mutilés au niveau de la forêt. Et c'est ces bois morts aussi qui sont, comme on l'a dit déjà, vecteurs de feux de forêt, de feux de pousse, ce qui détruit tout. Ce n'est plus seulement les plantes qui sont détruites, les animaux relativement lents, les grands pitons, par exemple, lorsque ces feux violents arrivent, n'arrivent pas à s'échapper, on les retrouve énormément fascinés, sans compter aussi les insectes qui sont fort utiles pour le fonctionnement global de l'arbre. Sur le plan purement fondamental, on a des outils. Nous avons des outils pour apprécier globalement cette destruction de l'écosystème. C'est ce que nous appelons les métriques. Je vais aller beaucoup dans les détails, mais sachez qu'il y a des études, des outils qui nous permettent d'évaluer à la fois les risques encourus, mais également de démontrer l'effort qu'on doit plus ou moins observer si longtemps à réduire les risques d'extinction. Donc, c'est ce que nous appelons la métrique de réduction d'abattement des risques d'extinction, qui est plus ou moins, j'allais dire, par l'équivalence, mais en similitude avec d'autres métriques qui permettent de mesurer les habitats dégradés, mais en même temps, l'effort de restauration de ces habitats. Lorsqu'on les applique très bien, dans le contexte d'abord un peu de raisonnement de ce qu'on appelle les habitats d'occurrence, le statut de menace de chaque espèce, l'UICN, où chaque espèce a un statut de menace. Alors, lorsque par des jeux de calcul, j'allais dire mathématiques, on arrive à connaître l'habitat dégradé que nous prenons comme proxy des populations menacées, avec leur statut, nous pouvons utiliser globalement ces informations pour voir les grosses menaces de destruction des forêts. Par exemple, ici au Bénin, grâce à ces métriques, nous pouvons revenir et voir les espèces qui ont été menacées parce que, historiquement, ces espèces avaient une aire d'occurrence relativement étendue. Et aujourd'hui, ça c'est le singe à bande rouge, c'est la seule sous-espèce de primates que nous avons ici au Bénin, dans le sein du Dahomey Gap. On va retrouver un peu au Togo, puisque c'est la même dépression que cette espèce va utiliser. Mais regardez, de nos jours, on a du mal à voir où est-ce qu'on peut encore trouver quelques petites populations de cette espèce, simplement à cause de la destruction de son habitat
préférés, des éléments de son habitat préféré. Donc, c'est grâce à ces outils, j'allais dire, de modélisation, mais en même temps d'interprétation du milieu, qu'on arrive à comprendre un certain nombre de choses. On a fait pour beaucoup d'espèces. Le lion, par exemple, voilà l'ère du lion. Avant, j'allais de la grande destruction des habitats. Et aujourd'hui, pour avoir le lion au Bénin, il faut aller dans le parc national. Ceci aussi à cause de la perte de qualité de ces habitats et de ce genre de réduction. On l'a fait aussi pour le buffle, beaucoup d'autres espèces. Je montre cela pour vous dire combien on peut appréhender qualitativement le problème sur le terrain, mais aussi utiliser des outils très puissants et parler en termes de chiffres. Et globalement, il faut ramener cela au niveau des pays. Et les politiques des pays sont aussi en partie responsables de ce que nous avons. Pour la plupart des pays africains, on a toujours une période, j'allais qualifier de la période coloniale, où on a mis en place un certain nombre de dispositifs de conservation de la nature, notamment la création des aires protégées, des institutions administratives qui devraient gérer la conservation de la nature, et aussi quelques introductions de nouvelles espèces, et puis aussi des plans de reboisement à partir de cela. Et puis, nous avons eu la période des indépendances, globalement aux années 74, ici au Bénin, où on peut dire on a géré d'abord les acquis de la période coloniale, à savoir beaucoup de police forestière, mais également d'implantation de nouvelles espèces, l'anacadier, qui est aussi une plante de culture, un fruitier de grande exploitation au Bénin. Et nous avons eu des périodes relativement sombres, c'est-à-dire de la période révolutionnaire jusqu'aux années 90. Le gouvernement a trouvé que les sorciers se réfugiaient dans les grands arbres. Et on a décrété qu'il fallait abattre tous les grands arbres. Donc, systématiquement, il y a eu des bulles qui ont été lancées sur le terrain, tronçonneuses ou tout un ensemble de choses, parce que les grands arbres égalent de grands sorciers qui vont tenir leur réunion là-dedans. Vous avez vu, ça a été la grande catastrophe de cette période. Et pire, j'allais dire de 90 à nos jours, c'est l'occupation généralisée des forêts. Donc, les forêts classées qui devraient être normalement des témoins de conservation des ressources naturelles, qui devraient être normalement des sites de grands semenciers, puisque si nous voulons lancer le grand programme de reboisement, il faut bien aller trouver les semences quelque part. Si on détruit tout cela, qu'est-ce que cela pourrait apporter? Il y a eu énormément d'affaiblissement du service forestier, où les règles ne sont plus suivies. Par exemple, dans les états généraux des eaux et forêts, les états généraux, les textes mis à jour, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Les textes n'ont de valeur que dans leur application sur le terrain. J'avoue que c'est ça qui a fait fortement chuter les arbres. Alors, quelques arbres ont été ainsi totalement épuisés, tout au moins en termes de peuplement. Le premier, c'est le borassus, le rognier. Et là, c'est la période coloniale qui a épuisé cet arbre parce que c'était le principal arbre qu'on trouvait comme traverse des chemins de fer. Donc, ça a été fortement abattu pour disposer de beaucoup de traverses de rails qui allaient un peu partout. Et aussi, comme c'est un bois imputrescible. En fait, c'est un très bon bois, très solide, qui n'est pas du tout attaqué par les insectes. Les populations aussi l'utilisaient comme charpente. Aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de peuplement de rognier au Bénin. Ça peut. Tandis que du côté du Niger, il suffit seulement d'aller à Karimaman, de regarder de l'autre côté, vous avez de très beaux peuplements parce qu'ils n'ont pas connu ce triste sort. Une autre espèce qui a totalement disparu en grand peuplement, c'est l'iroko. C'était le bois phare jusqu'aux années 60. Tout le monde, c'est l'iroko. Maintenant,
c'est devenu anecdotique ou carrément des arbres fétiches. Vous les voyez, on entoure ça de bandes pour montrer qu'il y a un fétiche qui est là-dedans. Et le caïcédra, qui a pris le relais de l'Iroko, a subi les mêmes sorts, forte exploitation, qui a fait que le caïcédra aujourd'hui, quelques pieds que vous trouvez par-ci, par-là, souvent mal conformés, parce que l'espèce n'est plus normalement dans son ambiance forestière pour avoir les beaux fûts que notre. Donc, on pense que globalement, on estime qu'entre 70 et 80, et la fin des années 80, nous avons fini le grand peuplement de caïcédra, de bois rouge sur le terrain. Et après, il y a eu l'avènement de 90 à 2016, le lengué, qui est aussi très utilisé, très prisé, notamment sur le marché indo-pakistanais. Il y a encore toujours une très, très forte pression sur ces espèces. Heureusement, à partir de 2016, il y a eu beaucoup plus de fermeté par rapport à cela. Il y a aussi le vène. Le vène aussi est très utilisé comme un bon bois, très recherché aussi sur le marché international, telle enseigne même qu'au niveau de la CITES, on prend maintenant des mesures très dures pour limiter le commerce international du vène, Erocarpus erinaceus. Et après, moi, quand j'étais forestier, cet arbre était, j'allais dire, presque une peste qui envahissait de grands écosystèmes. Aujourd'hui, c'est aussi totalement vide. Les forêts sont vidées de l'isoberia. C'est un bois, j'allais dire, de seconde qualité, mais qui, à force d'être poussé au devant de la scène parce que les meilleurs ont disparu, ont été purement et simplement vidés, ben, c'est devenu aujourd'hui le bois rouge que vous voyez un peu partout, les isobériens. Personne n'osait couper cet arbre parce qu'on ne lui trouvait pas de grande valeur. Aujourd'hui, c'est passé en première exploitation et c'est des ravages aussi énormes d'écosystèmes dus à l'exploitation de ce bois. Le capotier est relativement moindre, puisque c'est du bois mou, friable, mais utilisé pour fabriquer les pirogues. Les grandes pirogues qu'on avait, c'est à base de cet arbre, le capotier, là aussi. Vous voyez, il y a toutes ces exploitations, mais il n'y a pas une politique compensatrice. C'est ce que j'allais dire. La politique devrait suivre. Exploiter n'est pas un problème. C'est une ressource renouvelable. Nous pouvons renouveler cette ressource. Nous pouvons planter tous ces arbres. Mais il faut une politique derrière pour y aller. Autrement, on fait simplement de l'épuisement du milieu. Il y a l'ébène. Aussi, à l'époque, n'était pas tellement utilisé, mais à partir des années 90, c'est aussi un bois imputrescible qui n'est pas tellement attaqué par les insectes. L'ébène aussi donne très bon bois, très solide, et les planchers et ainsi de suite. Il n'y a plus tellement de peuplement de diospyros sur le terrain. Là aussi, ça disparaît. Quelques espèces fruitières, c'est pas tellement prisé pour le bois, mais beaucoup plus le fruit, le baobab. Et là, je pense qu'il y a de plus en plus un éveil pour valoriser cette espèce. Avant, c'était un peu comme quelques peuplades au nord du Bénin, par exemple. Les feuilles sont très, très riches. La pulpe, c'est l'une, j'allais dire, c'est l'un des meilleurs sirops. Le poisson à baobab, c'est extrêmement nutritif et très recommandé. D'ailleurs, c'est certifié maintenant qu'on peut l'exporter sur le marché européen avec tout ce que cela peut entraîner comme business. C'est vrai, ça prend du temps pour s'établir. Un baobab compter à peu près 15 années pour commencer la bonne production. Mais ça va vivre 2500 ans. Donc, vous traînez pendant 15 années, mais vous êtes sûr de récolter le produit sur 2500 ans. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Bon, un arbre bien connu, normalement des pays ouest-africains, le néré, qui donne la boutade locale. C'est en forte régression aussi, parce que les agrosystèmes
besoin d'avoir de grands espaces pour mettre les grandes cultures, de coton, de soja, de ci ou ça. Les villageois ne veulent plus trop d'ombrage. Trop d'ombrage signifie pour eux des pertes en superficie inutiles. Donc, on abat facilement ces arbres. Mais encore une fois, il n'y a pas une politique forestière pour dire, mais tiens, voilà, il y a quelque chose qui se perd ici. Essayons de compenser par là avec d'autres techniques. Il y a le tamarinier. Le tamarinier, on voit ça depuis l'Afrique jusqu'en Asie. Après la mer Rouge, tous les tamariniers produisent des fruits sucrés. Vous allez en Inde, en Thaïlande, vous prenez le tamarinier. Du côté de l'Afrique, tous les tamariniers sont acides, systématiquement. Donc, ici, les fruits que vous avez, les produits que vous avez, qui sont commercialisés, transformés, c'est des produits acidulés. Donc, c'est très riche en vitamine C. Et puis, il y a la Bligia, c'est la première source de revenus d'exportation de la Jamaïque. Ils le font un peu comme les olives. Ils mettent ça on conditionne ça. Les gens mangent ça comme fruit de bouche, fortement. Et c'était l'un des premiers arbres qui faisait partie de la sylviculture urbaine à Abomey. Les rois l'avaient déjà domestiqué et les symbolisait devant les grands palais, devant les grands couvents, devant tout un ensemble de choses. C'était un symbole. Malheureusement, tout l'effort de nos ancêtres à avoir une sylviculture urbaine, on a tout abandonné pour nous rabattre sur les acacias australiens, les eucalyptus australiens qui causent d'ailleurs d'énormes dégâts en Afrique du Sud. Avec le changement climatique, on a constaté pour des régions que le niveau de la nappe baissait. Et les scientifiques, heureusement, ont attiré l'attention comme quoi ça baisse parce que pendant au début des années 1800, 1900, ils ont planté des milliers d'hectares d'eucalyptus. Ils pompaient la nappe et rejetaient gratuitement chose-là. Donc aujourd'hui, vous allez en nombre d'endroits en Afrique du Sud, on a maintenant engagé de grandes entreprises pour couper ces arbres qu'on avait plantés avec de gros efforts, vous voyez, au début de ces années 1900. Et les États ou les départements qui refusent de tuer, d'abattre leur eucalyptus doivent payer en compensation le volume d'eau que ces arbres-là font exporter de la nappe. Pour vous dire un peu bien il y a cela. Comme fruitier aussi, c'est bien connu, le karité avec tout ce que cela représente, comme beurre et produits cosmétiques. Et son équivalent qui est moins connu au Bénin, Pinta d'Esma, ça donne le même beurre que le beurre de karité. Il y a un arbre, curieusement, qui n'est connu que de quelques peuplades, les amis, de Basila, quelques Ouama au niveau de l'Atakora, et ça s'arrête là. C'est aussi un arbre dont on peut développer très beaucoup la sylviculture sans problème. Donc, comme je le dis, souvent, ce n'est pas le fait que l'homme a besoin de retirer des matériaux de la forêt, c'est le fait qu'il n'y ait pas de politique de compensation qui suive. Et le rôle des scientifiques aussi, c'est de vulgariser ces connaissances. On parle de Pinta d'Esma, quasiment personne ne le sait. Il n'y a que le monde des scientifiques. La présidente de l'île Maurice, quand elle était ici, demandait du beurre de karité. Et il n'y en avait pas tout de suite. On lui a proposé le beurre de Pinta d'Esma, mais comme elle est chimiste, elle connaissait déjà cette plante oléagineuse, mais tiens, si vous l'avez, ben c'est encore mieux. Donc c'est ça qu'on lui a donné en cadeau pour ça. Ça nous montre qu'il faut poursuivre la recherche sur les essences autochtones et pour en faire révéler réellement ce qu'il y a. Il y a la pomme africaine, qualifier ça de pomme sauvage africaine. C'est la pomme africaine, localement Asro, qui est très prisé comme condiment au Nigeria. Les Nigérians
vont carrément encadrer le producteur sur le plateau du Koufo. Coûte que coûte être le premier à racheter, vous voyez, ces amendes. Et c'est aussi très, très prisé. Il y a aussi un fruit de bouche, le dialium guinéen, que vous pouvez servir aux autres à table avec cela, mais c'est des peuplements qui régressent parce que les habitats sont détruits et on ne voit plus grand-chose par rapport à ça. Un autre oléagineux, c'est le ricino-dendron Eudrautii. Là aussi, c'est peu connu, bien que les scientifiques de plus en plus maintenant font l'effort de révéler tout un ensemble de choses autour de ces essences-là. La qualité, point de vue sylvicole, il n'y a pas de problème. Nous pouvons les reproduire sans problème avec des huiles très utiles. Globalement, pour nous éviter ce dernier jugement très difficile pour nous, il est nécessaire de se rendre compte que c'est très clairement établi, j'allais dire, de l'utilisation des terres. Je crois que c'est la collègue qui a présenté, vous avez bien vu, c'est vrai, c'est l'utilisation des fossiles, de tout ce que nous avons comme ressources fossiles. C'est ça qui crée, qui pollue énormément l'atmosphère. C'est ça qui rejette beaucoup plus de gaz à effet de serre. Dans les pays en voie de développement, l'utilisation des terres contribue à un niveau relativement moindre, surtout à partir de ces problèmes d'exploitation des terres. Et je pense que globalement, le plus important, c'est de se rendre compte que nous parlons de ressources renouvelables. Et tant qu'une ressource est renouvelable, il suffit, il faut une politique pour que nous puissions remettre cela. Ce ne sont pas des minerais qui s'épuisent avec l'exploitation des stocks, c'est des ressources qui s'épuisent, mais qu'on peut facilement renouveler à partir d'une politique intelligente. Le défi pour cela est grand, mais je pense que ensemble, nous pouvons relever ce défi. Merci pour votre attention. Merci à vous.